Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal au rythme de la campagne électorale, une campagne qui se déroule dans un climat de tension. À 2 semaines de la présidentielle, le candidat recalé du PDS, Karim Wade, a d'ailleurs déposé un recours devant la Cour suprême pour violation de la loi électorale. La 8e édition de la Woman Night au Togo, un événement qui met en avant des femmes aux parcours inspirants. Parmi les participantes cette année, la sœur Marie Stella, fondatrice de l'association Vivre dans l'Espérance. Et puis focus sur la Basketball Africa League. Le coup d'envoi de la saison 4 a été donné ce week-end à Pretoria pour son entrée dans la compétition. Le FUS Rabat a fait sensation face à Petro de Luanda. Mais tout d'abord, succès Masra, candidat à la présidentielle de 2024 au Tchad. Le Premier ministre de transition a annoncé sa candidature ce 10 mars lors d'un meeting de son parti Les Transformateurs. Il sera en lice aux côtés du président de transition, Mahamat Idriss Déby, qui a lui aussi officialisé sa candidature au début du mois. Le chef de la junte se présente sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Succès Masra, rappelons-le, était rentré au pays après un an d'exil. Avant sa nomination à la tête du gouvernement, il avait signé un accord de réconciliation avec la junte. Notons que sa candidature est décriée par l'opposition. Le groupe de concertation des acteurs politiques évoque par exemple une candidature postiche pour accompagner le chef du pouvoir militaire. L'actualité, c'est aussi la campagne électorale qui bat son plein au Sénégal. À 2 semaines du premier tour de la présidentielle, les candidats travaillent d'arrache-pied pour mobiliser leurs électeurs. Mais un manque à l'appel. Le candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, était le grand absent du meeting de sa coalition le 10 mars à Dakar. L'opposant est toujours en prison pour outrage à magistrat. C'est donc son directeur de campagne qui a pris la parole à sa place dans une vidéo de campagne transmise à la RTS. Une vidéo qui n'a finalement pas été diffusée après décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Autre élément qui vient accentuer ce climat de tension, le recours que Karim Wade a déposé ce lundi devant la Cour suprême. Le candidat recalé du PDS dénonce une violation de la loi électorale, notamment parce que le corps électoral n'a pas été convoqué 80 jours avant la présidentielle prévue le 24 mars. Écoutons à ce propos El Hadj Mamadou Seck, membre du PDS. Nous avons usé de la démocratie, nous avons usé de la justice, nous avons usé des lois de ce pays pour attaquer le décret. Le décret présente des violations car dans la loi, il est dit que le corps électoral doit être convoqué dans un délai de 80 jours. Y a-t-il une urgence qui justifierait le non-respect de ce délai? Par le président Macky Sall, les Sénégalais devraient se réjouir du dépôt de ce recours par le PDS qui ne souhaite que le respect de la démocratie, de la loi, du règlement et de la justice de ce pays. Le PDS n'a jamais mis ce pays à feu et à sang. Depuis la signature d'un accord entre le Somaliland et l'Éthiopie, les tensions restent vives entre les autorités éthiopiennes et somaliennes. Pour résoudre pacifiquement cette crise, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a lancé un appel à son voisin. Il demande à l'Éthiopie de revenir sur cet accord, un texte qui doit permettre au pays de sécuriser son accès à la mer et diversifier son accès aux ports maritimes. Catherine Gompey. Le 7 mars 2024, lors d'une réunion extraordinaire des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, en Tanzanie, Hamza Abdi Barre, le Premier ministre somalien, a réitéré la volonté de son pays de résoudre pacifiquement le différend qui l'oppose à l'Éthiopie à condition que les autorités éthiopiennes abrogent l'accord relatif à l'accès à la mer Rouge conclu avec la région septentrionale du Somaliland. Nous avons essayé de notre côté de faire preuve de retenue, mais leurs troupes sont ici et nous ne leur avons pas dit de partir. Leur ambassade est ici et nous n'avons pas expulsé leur ambassadeur. Leurs avions sont venus ici, nous ne les avons pas arrêtés. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir des relations de bon voisinage. Nous ne sommes pas prêts à raviver une vieille histoire douloureuse et de vieilles blessures. Nous espérons que l'Éthiopie reviendra sur ce protocole d'accord. Nous ne tolérerons aucune violation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Ce n'est pas négociable.
L'accord signé le 1er janvier 2024 qui permet à l'Éthiopie de construire un port au Somaliland et d'utiliser 20 km de son littoral pendant 50 ans a aggravé la relation entre la Somalie voisine qui revendique sa souveraineté sur le territoire de Somaliland. Une situation que les autres pays de la CEA jugent critique pour l'économie de la sous-région et pour laquelle ils appellent au dialogue. J'espère que l'Éthiopie, qui est maintenant isolée sur le plan international, fera un pas en arrière pour que les deux pays puissent dialoguer et discuter dans l'intérêt mutuel des populations éthiopiennes et somaliennes. Ils sont voisins et le resteront avec un passé commun. It is in their best interest to work for the common interest of the two countries. Pendant des années, l'Éthiopie, qui compte environ 100 millions d'habitants, a cherché à accéder à la mer après l'indépendance de l'Érythrée en 1993, ce à l'issue d'une guerre qui a duré 3 décennies. Le pays de la Corne de l'Afrique dépend actuellement de son voisin Djibouti pour la plupart de ses échanges maritimes. Dans l'actualité également, la publication au Gabon d'un décret relatif à la tenue du dialogue national. Il doit démarrer le 2 avril prochain et ce jusqu'au 30 du même mois. Un dialogue qui doit aboutir à un calendrier électoral. Il comptera 580 participants, parmi lesquels des leaders religieux, des membres de la société civile ainsi que des représentants de l'opposition. Les conclusions seront ensuite mises en œuvre sous forme de loi. Cependant, elles n'entreront en vigueur que si elles sont conformes avec la charte de transition. En cas de non-conformité, elles seront appliquées après les prochaines élections. La Woman Night était de retour au Togo pour une 8e édition, un événement organisé par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique en vue de promouvoir le leadership féminin. Plusieurs femmes ont été distinguées lors du gala de charité, parmi elles la sœur Marie Stella qui a créé en 1999 l'association Vivre dans l'Espérance. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Instaurée chaque année par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique depuis 2017, la Woman Night célèbre chaque année la bravoure, le talent des femmes togolaises et africaines de la diaspora. Le gala de charité de la Woman Night promeut les femmes ayant impacté positivement la communauté par leurs différentes actions sociales visant le bien-être de la société et l'épanouissement des couches vulnérables. Dans le cadre de la 8e édition de la Woman Night à l'hôtel 2 février à Lomé, la capitale du Togo, hommage a été rendu aux femmes qui incarnent le courage, la détermination et la solidarité. La Fondation AEA s'investit pour l'égalité des sexes et le développement inclusif en Afrique. Elle œuvre pour la promotion des droits des femmes, renforcer le leadership et favoriser un cadre d'épanouissement des femmes. Alors que nous célébrons les réalisations des femmes africaines, nous nous engageons également à poursuivre cette mission encore plus de détermination et de dévouement. La religieuse aux 1000 enfants, sœur hospitalière Marie Stella, qui travaille depuis 25 ans à donner de la dignité et l'espoir de vivre aux personnes affectées par le VIH-Sida et des pathologies médicales, elle a été récompensée par la Fondation AEA. Son association Vivre dans l'Espérance, créée le 10 mars 1999, est située au nord du Togo, dans la région des Savanes. Dans le registre culturel, l'étoile montante du 7e art togolais a été distinguée. Il s'agit de Madi Foltek, scénariste de la web-série Amina à succès dénommée Ahoué. C'est une dramédie constituée de 10 épisodes de 26 minutes. Ce n'est pas juste ma récompense à moi, c'est à toute l'équipe. Je suis vraiment très honorée et très reconnaissante. Ce travail, nous l'avons tous fait bénévolement parce que nous voulions montrer aux Togolais qu'il y avait des talents chez nous au Togo. Je suis surtout heureuse de rencontrer cette fondation que je ne connaissais pas, avec tout le dynamisme derrière de cette fondatrice, des personnes qu'elle peut mobiliser et tout ça. Ça me donne vraiment du courage et de la force de me dire en Afrique, il y a des femmes exemplaires. À noter que face aux défis auxquels sont confrontées les femmes africaines, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique s'est engagée à soutenir, autonomiser et offrir les ressources nécessaires aux femmes pour leur réussite. Exprimée dans sa politique nationale de l'équité et l'égalité de genre, la vision du Togo est d'être un pays émergent sans discrimination et faire des femmes des actrices de développement financièrement autonomes. Des actions concrètes pour la promotion du genre et de la femme dans la vie publique et politique ont été menées
par des nominations de femmes à des postes de responsabilité étatique. Capacité de formation insuffisante, migration internationale ou encore forte croissance démographique. Tels sont entre autres les facteurs responsables de la pénurie de professionnels de santé sur le continent africain. En 2013, ce déficit était chiffré à 1,8 million selon les Nations Unies et l'Afrique du Sud n'en est pas épargnée. Face à cette situation, le gouvernement sud-africain entend recruter prochainement 200 nouveaux médecins. Catherine Gombe. En Afrique du Sud, le système de santé est malade. Les formations sanitaires publiques du pays sont en pénurie de médecins. Selon les données officielles, le ratio médecins-patients du pays est de 0,31 médecins pour 1000 patients et plus de 21 000 postes de personnel médical spécialisé sont dans les 9 provinces du pays à pourvoir. Pour pallier le problème, le gouvernement a annoncé le recrutement de 200 nouveaux médecins dans la fonction publique. Des 800 candidatures que nous avons reçues, seuls 200 d'entre elles respectaient les conditions de validité. Ce sont ceux-là qui recevront des lettres d'entretien d'ici la fin du mois de mars. La pénurie de personnel médical affecte la mise en œuvre de l'assurance maladie nationale. Dans les 3700 établissements hospitaliers où les soins sont gratuits, l'on note un déficit d'équipement et de personnel médical. Une situation que le gouvernement explique par le manque d'engagement des médecins formés et la fuite des cerveaux vers d'autres pays comme l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. En 2022, plus de 5000 professionnels sud-africains ont émigré vers chacun de ces pays. Nous nous sommes assurés de vulgariser cette offre dans toutes les provinces pour un total de 1100 postes à pourvoir sans voir les gens accourir. Le gouvernement prévoit d'améliorer l'accès universel aux soins de santé grâce à un fonds géré par l'État qui achètera des services et des médicaments auprès de prestataires publics et privés. En 2023, le Parlement a approuvé une loi d'habilitation pour le programme qui sera mis en œuvre progressivement sur plusieurs années. Un mot de sport à présent avec la saison 4 de la Basketball Africa League qui a débuté le 9 mars à Pretoria. Une compétition qui a bien démarré pour FUS Rabat. Le club marocain s'est imposé face à Petro de Luanda. Score final 82-73. Retour sur cette rencontre avec Christian Djimadeu. Down into the corner, lots of time, and on the money! It's a beautiful score there, coming in, dropped in. FUS de Rabat, plus adroit dans les tirs au panier, prend le dessus sur Petro de Luanda en ouverture de la saison 4 de la Basketball Africa League. Le club marocain s'impose sur les Angolais 82-73. Le joueur angolais Carlos Moraes termine meilleur marqueur du match avec 19 points, un rebond et une passe décisive. Côté FUS de Rabat, c'est l'Américain Jonathan Jordan qui détient la meilleure performance individuelle, 17 points, 2 rebonds et une passe décisive. C'est une combinaison de tout ça. J'ai joué plein de matchs dans ma carrière. J'utilise mon expérience pour savoir sur quelle vague surfer. Je sais à quel moment je dois mettre toute mon énergie et quand je dois être mesuré. FUS de Rabat, débutant à la Basketball Africa League, obtient ainsi une victoire historique contre le double champion d'Afrique Petro de Luanda qui a participé à toutes les éditions de la BAL. Le FUS de Rabat a contraint Petro de Luanda à vivre une expérience peu familière. Pour la première fois dans cette compétition, le club angolais demi-finaliste de la BAL 2022 a été mené de 20 points au cours d'un match. Je suis vraiment très fier de mon équipe. Tout le monde a donné du sien. La stratégie du coach a marché, mais surtout, on avait des adversaires qui nous ont donné envie de nous surpasser. Après la victoire contre Petro de Luanda, le prochain match de FUS de Rabat contre Dynamo Basketball Club du Burundi, prévu le 10 mars, est remporté par forfait. Le président de la BAL, Amadou Galofol, informe que le Dynamo Basketball Club du Burundi a refusé de se conformer aux exigences de la Ligue en matière de maillot et d'uniforme. FUS de Rabat compte désormais 4 points et doit encore gagner ses 5 prochaines rencontres. Et sachez que dans le cadre de cette compétition, le Burundi a déclaré forfait alors qu'il devait affronter le FUS Rabat. Les joueurs du Dynamo Basketball Club ont refusé de porter le logo Visit Rwanda inscrit sur les maillots, un refus qui reflète les tensions diplomatiques entre les deux voisins. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.